Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ready, fight. Je vous emmerde, voilà, je vous emmerde tous. Parce que c'est un salaud. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Mais je vous emmerde, mon petit pote. Abruti, crétin, cocu, andouille. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. T'es qu'un pauvre carré, fils de p***. Je t'emmerde. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et bravo à Jamel pour cet excellent jingle. Le moins qu'on puisse dire est que la campagne présidentielle a vraiment débuté sur les chapeaux de roue de la sémantique. Après Éric Zemmour, qui aurait qualifié Gilles Boulot de connard, après son passage aux 20h de TF1, c'est Emmanuel Macron qui veut emmerder les non-vaccinés et Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher. Bref, le moins qu'on puisse dire est que cette campagne est plus marquée du saut des noms d'oiseaux que de l'imparfait du subjonctif, d'où notre grand débat. Va-t-on vers une présidentielle du parler trash? Et pour le moment, vous êtes 81,4% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît dans les vraies voix, Élodie Mirzarex, mais sémiologue, auteur de son dernier livre, donc Anti-Bullshit, Post-Vérité, Nudge Storytelling, quand les mots n'ont plus de sens et comment y remédier, publié aux éditions Erol. Élodie Mirzarex, bonsoir et meilleurs vœux. Bonsoir, merci beaucoup Philippe pour cette invitation. Alors, en 2009, pour les régionales, Nicolas Sarkozy voulait une campagne, je cite Nicolas Sarkozy, avec du gros rouge qui tâche. On y est ? Vraisemblablement, il se passe quelque chose, mais je ne vais peut-être pas vous surprendre. Ce quelque chose, alors c'est vrai qu'on a eu le droit au nom d'oiseau, comme vous le rappeliez, on a eu le droit aussi au doigt d'honneur, oui. Notamment avec Éric Zemmour également. Mais excusez, je vais répondre à la sémiologue. Là, c'était de la communication non verbale. Non verbale, exactement. C'est efficace tout quand aussi même. signifiante. Là, on était dans la politique du signe, on est dans la communication du signe. Oui. Exactement. Je ne sais pas si vous avez compétence en la matière. Ah, elle est sémiologue, donc le signe, elle connaît. Ah oui. En tous les cas, ce qui est notable, parce que sur cette approche qui peut être très méprisante, vulgaire, condescendante, c'est vrai que jusqu'ici, Emmanuel Macron n'avait pas le monopole de ces petites phrases chocs qui viennent dénigrer. On se souvient, il y avait les petites jambes dont nous parlait Manuel Valls, il y avait la fameuse France d'en bas dont était très fier Monsieur Raffarin, et puis les sans-dents de Hollande, même si c'était en voix off, et on ne l'a jamais entendu. Enfin, lui a toujours dit qu'il n'avait pas dit ça. Ce qui peut nous interpeller, c'est le fait que ce qu'on peut appeler le social bashing, c'est-à-dire le fait de dénigrer une communauté par rapport à une autre, est quelque chose qui devient systémique et structurel même au discours politique. Souvenez-vous, quand il y a eu la campagne américaine, justement, la course à la présidence, Hillary Clinton avait d'ailleurs parlé des déplorables. Elle avait utilisé ce qualificatif pour évoquer l'électorat de Donald Trump. Donc voilà, c'était une manière de faire. Et finalement, cette manière de faire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents pays. La France n'échappe pas à cette règle-là. Et c'est vrai que sur cette dynamique, Emmanuel Macron s'était déjà illustré au moment même où il était président. Souvenez-vous, il nous avait parlé des fainéants, les illettrés. Et puis, il avait fait cette confusion énorme de dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien, au lieu de dire on croise des gens qui n'ont rien. Donc ça donnait déjà le tempo, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui va s'amplifiant, mais pas qu'en France. Je donne la parole à un Gaulois réfractaire, Philippe Bilger. Philippe, pour une fois, je serai un peu long parce que je suis partiellement d'accord avec notre invité. D'abord, je crois que il ne faut pas dissocier la question de Sud Radio d'une atmosphère de dégradation générale du langage dans notre société. Premier point. Ensuite, je me demande si on est aujourd'hui si peu habitué à penser librement et vigoureusement et à s'exprimer correctement qu'au fond, on est amené à qualifier très vite de trash ou de clash n'importe quoi. En réalité, j'aurais bien aimé qu'avant ce débat passionnant, à la suite de l'intervention de notre invité, on ait pris la peine d'analyser et de définir ce qu'était le trash. Parce qu'en réalité, Sud Radio a mis ensemble des choses qui n'ont pas de rapport
qui n'ont pas de rapport. Le Karcher, ça n'est pas trash. Je veux dire, sans dents non plus. Je veux dire, il ne faut pas confondre la pensée parfois grossière, vulgaire, avec l'expression insultante. Emmerder, c'est clairement trash. On ne peut pas mettre sur le même plan une phrase sur Gilles Boulot proférée dans les coulisses et ce qui vient dans des débats politiques. Donc, je pense qu'on va de plus en plus vers un langage qui sera familier, voire vulgaire, mais il faudra faire attention à ne pas dénoncer un peu systématiquement tout ce qui pourrait apparaître choquant au nom d'une décence intellectuelle et parfois d'une envie de débat un peu aseptisé. Pardon, j'aurais pu continuer, mais je veux laisser bizarrement les autres aussi parler. Et le Elodie Mielzarek, vous pouvez répondre à Philippe Bilger qui ne parle pas trash, mais cash. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que tout le monde est un petit peu monté au rideau avec ce verbe emmerder, dont on pourra revenir d'ailleurs sur la signification, l'étymologie. Mais je crois que en termes de violence et de ce qui peut paraître justement clash, pour reprendre cette expression aussi qu'on doit à Christian Salmon, hein, qui avait bien décrit ce phénomène qui arrive dans la sphère publique, hein, l'ère du clash, où effectivement dans cette économie de l'attention permanente, on ne retient que ce qui est fortement radical et émotionnel. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans cette interview, c'est pas tant le terme emmerder, même s'il y a beaucoup de choses à en dire et on peut revenir dessus, mais il y a d'autres aspects, c'est-à-dire que la violence symbolique, elle se niche aussi dans le re-questionnement du statut de la citoyenneté par rapport à la question de la vaccination. Et cette violence symbolique-là, elle n'est pas dans le mot emmerder, elle est dans toute la suite du discours, mais pour moi, la violence et cette dimension clash et dénigrante, cette violence symbolique, elle est presque plus présente dans la suite de l'interview que dans le mot même emmerder. Donc moi, je suis assez vigilante là-dessus, c'est-à-dire que le mot vulgaire cristallise notre attention, mais la violence symbolique, elle s'est jouée aussi à un autre niveau. Et puis, il y a un autre aspect qui avait été assez peu commenté, qui était le « j'ai très envie » de continuer à les emmerder. Et en fait, le « j'ai très envie » nous montre, enfin devrait aussi nous interpeller, parce que finalement c'est un président qui, encore une fois, parle beaucoup de lui, de ses humeurs, de ce dont il a envie. Bon, moi ça m'interroge beaucoup l'utilisation de ce verbe-là. Philippe Deveux. Ah bah écoutez, c'est tout à fait juste, je suis d'accord avec vous, mais peut-être y a-t-il des aspects positifs sous ces noms d'oiseaux, ces injures, ces humiliations. Parce qu'en fin de compte, quand Emmanuel Macron a traité des Français d'illettrés, bien moi, je me suis mis à la lecture, j'ai appris à lire entre-temps. Les gens qui ne sont rien dans les gares, j'étais dans la gare, et depuis, je suis devenu chroniqueur aux vraies voix, donc je suis devenu quelqu'un. Que là, vous avez sacrément progressé. J'ai progressé. Et puis concernant le terme emmerdé, je suis très content qu'ils le disent, parce que vous savez que le symbole de la merde et de l'argent, quand on marche dans une grotte, oui, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Alors je pense et j'espère que ce terme emmerdé va m'apporter prospérité cette fois-ci. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour 2022. Elodie Mielzarek et ensuite Céline Pina. Merci. C'est vrai qu'en fait, il y a aussi une ambivalence sur laquelle Emmanuel Macron aime bien jouer. C'est-à-dire que quand on dit emmerder, c'est aussi synonyme du verbe ennuyer. J'ai très envie de continuer à les ennuyer. Sauf que là, on est au niveau de la dénotation, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans le dictionnaire, c'est-à-dire le niveau acceptable, cette langue commune dont on partage tous ensemble les mêmes référents. Mais le verbe emmerder, il est très fort parce qu'en son sein, l'étymologie première, et ça c'est le linguiste Alain Rey qui nous le rappelle, c'est au XIVe siècle, il s'approche du verbe conchier, c'est-à-dire effectivement salir de merde. Et là, on est vraiment dans une dévalorisation, dans le fait de caractériser avec mépris des gens sans valeur. Et c'est vrai que sur ce mépris de classe, on peut même parler, je disais social bashing, ou mépris d'une communauté, parce que pour reprendre l'expression de Michel Maffesoli, on est à l'ère des tribus.
aujourd'hui, il y a des tribus qui s'affrontent, les vaccinés versus les non-vaccinés, mais il y a vraiment une volonté, si vous voulez, mais qui est volontaire, parce qu'à un moment donné, j'entendais qu'on se posait la question, est-ce qu'il s'était voulu, pas voulu? Évidemment, ça fait partie d'une stratégie politique qui est celle de pouvoir, d'être dans la radicalisation et de pouvoir galvaniser sa communauté tout en rabaissant une autre. Céline Pina. Il y a un lien entre le Qui n'est mépris... pas trash. Il y a un lien entre le mépris de classe et l'exclusion. C'est le fait de pouvoir dire qu'on emmerde une certaine catégorie de personnes permet ensuite de l'isoler et d'expliquer que cette catégorie-là est formée de sous-citoyens. Donc dans sa logique politique, il y a un lien entre l'humiliation et le fait d'être sorti du jeu. Donc ça, et je pense que c'est pour ça que ce verbe a autant choqué et été autant choquant. Mais après, ça nous dit autre chose de plus général. C'est par exemple tout ce discours politique et même culturel qui tendrait à dire qu'à partir du moment où vous êtes trash, où vous parlez mal, on vous crédite d'une forme de sincérité. La vulgarité serait l'expression de la sincérité et du fait que vous dites la vérité. Ce qui est vraiment profondément choquant parce que, à l'inverse, on estimait à une époque qu'à partir du moment où vous vous éleviez au-dessus des autres par le pouvoir que vous aviez ou par le degré d'éducation que vous aviez atteint, les devoirs que vous aviez vis-à-vis de la population étaient encore plus forts. Donc vous étiez censé vous astreindre à une forme de tenue. Et la politesse était la base du lien. Aujourd'hui, vous avez des gens qui non seulement cumulent tous les avantages, mais ne s'empêchent de rien et la reconnaissance qu'ils devraient avoir ou le sentiment qu'ils devraient avoir de représenter plus large qu'eux, de représenter la France et que cette représentation les oblige et les oblige aussi à un certain langage, ils ne l'ont plus. On est vraiment sur des gens qui se vautrent dans le pouvoir, s'exonèrent de toute responsabilité et de toute contrainte et du coup utilisent un langage trash parce que finalement la seule personne qu'ils respectent c'est eux-mêmes. Je vais paraphraser François Fillon. Imaginez-vous le général de Gaulle dire qu'il emmerde une catégorie de la population. Mais justement, en fait, sur Internet, on a beaucoup reproché en disant le général de Gaulle l'a dit, les Français sont dévots. Sauf qu'il l'a jamais dit officiellement. Il l'a jamais dit en public. C'était pas en public et que dans la parole politique, il y a une différence entre la parole publique et la parole privée et que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui compte. Élodie Mielzarek. Oui, Mielzarek, pardon. Merci. Il y a eu un petit changement. Oui, il y a eu toutes mes félicitations pour votre mariage d'ailleurs, excusez-moi. Merci beaucoup, Philippe. Je fais cette transition petit à petit, puisque c'est important, les mots, le nom, tout ça. Donc, merci beaucoup. Oui, mais c'est tout à fait juste. C'est vrai que pendant longtemps, on a été dans cette logique du parler vrai, où voilà, à partir du moment où on était plus dans le cash, effectivement, voire même un petit peu vulgaire, voire même en utilisant les mots usuels, effectivement, on est dans une sorte de parler vrai. Mais le parler vrai n'est qu'une autre forme de la langue de bois. Effectivement, elle paraît plus sincère, elle en a les habits, elle en a les atours, mais on reste dans quelque chose qui est intentionnel. Et c'est pour ça que j'insistais un petit peu sur ce point, de dire, mais non, la communication de toute façon a été relue et c'est passé volontairement dans cette idée que, effectivement, aujourd'hui, on peut tout se permettre parce qu'encore une fois, on est dans ce que Bérardi dénommait comme une sorte d'ère le sémiocapitalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit capter notre attention en permanence et c'est vrai que dans cette économie de l'attention, eh bien, plus vous parlez fort, plus vous faites du bruit, quitte à être vulgaire et plus vous êtes entendu. Et c'est vrai que voilà, malheureusement, on est un peu prisonnier de ce piège-là, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux ou autres. On a du mal à avoir une parole plus analytique et ça, voilà, les politiques l'ont bien compris aussi. Philippe Bilger. Ainsi, Élodie, vous vous permettez de critiquer le slogan de Sud Radio « Parlez vrai ». Parlons vrai. Franchement, parlons vrai. Absolument. Mais bon, plus sérieusement... mais plus sérieusement, vos interventions sont tout à fait passionnantes. Mais paradoxalement, je trouve que vous êtes un peu trop pessimiste sur la question sur le trash. Je renvoie à mon propos initial où je visais plutôt d'abord
sur un plan général, la dégradation du langage. Et à partir de là, il me semble qu'en effet, il y a des ponctualités trash. Mais là où je ne vous rejoins pas, Élodie, mais sans doute ai-je tort, c'est que je fais tout de même une première distinction forte entre la forme et le fond. C'est fondamental pour moi. Et la deuxième observation, et je rejoins, d'une certaine manière, je critique un petit peu ce que vous avez dit du fond de l'intervention du président tout à l'heure. Si vous considérez que le fond lui-même peut être trash, eh bien, il me semble que vous portez un rude coup à la liberté d'expression parce qu'au fond, vous la condamnerez aujourd'hui à une forme de décence permanente et je trouve que ça pourrait être très dangereux. Le trash n'est pas dans le fond, même si on peut le discuter, il est d'abord et avant tout dans la forme. Et le Zarek. Oui, bah écoutez, c'est pas grave, on peut pas être d'accord sur tout. Mais non, mais c'est pas grave. mais vive Sud Radio en tout cas. Je confirme. Et c'est vrai que pour moi, déjà, quand il y avait eu cette expression de Jojo le gilet jaune, bah, oui. Effectivement, c'était pas un mot qui était vulgaire, mais déjà, j'avais trouvé que c'était très limite, moi, parce que dans cette idée du fond, puisque là, on est en train de faire le distinguo entre le fond et la forme, ça m'interpellait déjà, moi, cette espèce d'étiquetage obligatoire automatique, alors, mais qui porte le sceau d'une dégradation, c'est-à-dire d'un regard méprisant envers l'autre. Je donne la parole à Philippe Deveul. Je pense que Jojo le gilet jaune, il s'était inspiré d'une campagne américaine où c'était, tout le monde parlait de Joe the Plumber, Joe le plombier, qui était vraiment, on va dire, il y avait déjà Joe le taxi. Oui, c'est ça. mais on le sait que Vanessa Paradis, elle est anti-gilet jaune. Oui, voilà. Non, mais je suis d'accord avec Élodie, et là, je serai en contradiction. Avec ça arrive souvent avec Philippe Wilger en disant non. Ah ben. Donc j'ai raison alors. donc ça veut dire que la fonction telle que président ou membre du gouvernement, ministre, etc., exige une certaine correction vis-à-vis du peuple que l'on doit servir et non pas déborder d'injures, de soudards qui ne sont même pas, parce que on pourrait comprendre un ancien combattant qui jurerait comme il aurait pu jurer dans une chambrée avec ses camarades ou dans une tranchée pendant la guerre. Et même ces gens-là étaient très courtois et très polis. Non, je pense que c'est une forme de manque d'éducation, de manque d'intelligence aussi, quelque part. On dit qu'il est très très intelligent, il a une certaine forme d'intelligence, mais il n'a pas, par exemple, cette classe de Jacques Chirac quand il était dans un salon et qu'un type s'est jeté sur lui en disant « Connard !» Il a dit « Enchanté, Jacques Chirac !» Vous voyez, donc c'était quand même... Il faut avoir de la classe, il faut avoir de l'esprit, il faut avoir de l'élégance. Et je crois que c'est très important quand on a une mission de pouvoir sur les gens. De Gaulle, un jour, lors d'une visite en province, quelqu'un lui dit « Mort au con » et il lui répond « Vaste programme ». Vous voulez réagir, Céline Pina? Oui, pour dire que dans cette question, derrière cette question du langage, il y a aussi, quand on dit, Victor Hugo disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Comme c'est bien dit. Et il avait tout à fait raison. En fait, si Emmanuel Macron était sûr de lui, il y a quelque chose de très simple. Moi, je comprends qu'on puisse porter un regard dur sur les gens qui ne se vaccinent pas, mais à ce moment-là, quand on est certain de posséder ce qui est l'intérêt général, à ce moment-là, on contraint les gens et on dit, voilà, je crée l'obligation vaccinale parce qu'à mon avis, je prends mes responsabilités, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et pour la France et je l'assume. À partir du moment, et quand vous êtes sûr de ce que vous faites, vous n'êtes jamais insultant parce que tout simplement, vous êtes à l'aise dans votre parole et dans votre projet. Quand vous devenez insultant, c'est souvent que vous n'êtes pas dans le projet, vous êtes dans l'ego et il réagit comme un gamin que l'on aurait blessé, comme quelqu'un à qui on aurait, quelqu'un d'un peu autoritaire que l'on aurait contrarié, il se roule par terre en disant « je vous emmerde ». C'est pas ce qu'on attend d'un président. On attend d'un président que s'il est persuadé que quelque chose est juste pour son pays, il le fait, il l'impose et il sait pourquoi il l'impose. J'ai entendu la voix de Philippe Wilger qui voulait dire un petit mot et on donnera la conclusion. Mais je veux dire, oui. Voilà, il ne me semblait pas, et sérieusement, que la question de Sud Radio ne se rapportait qu'à Emmanuel Macron. En ce qui non, c'est pas l'exclusive Emmanuel Macron, mais c'est quand même le président qui parle mal. J'ai l'impression que nos amis le ciblent exclusivement. C'est le président qui emmerde les gens. Oui, mais même...
Ah oui, mais Philippe, il y en a d'autres qui utilisent un parler-trash. Il y en a d'autres qui ne le disaient pas qu'ils le faisaient, mais celui-là, il le dit, il le fait. Voilà. Et il le dit, Laïmi Exarek. Merci. Mais pour rebondir sur ce que disait Céline, c'est pour ça que j'insistais sur ce verbe « j'ai très envie ». De continuer à les emmerder. Pour moi, c'est très révélateur d'un président qui ne vit qu'à travers ses desiderata, ses fantasmes. Effectivement, il n'a pas du tout utilisé un champ lexical qui est soit un champ lexical juridique, je ne sais pas, légal, voire moral, à la limite. Non, c'est tout part du jeu. C'est j'ai très envie, donc je vais aller dans cette voie-là. Et ça aussi, ça m'a semblé très problématique et au moins aussi problématique que ce verbe emmerder. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup repris cette citation Pompidou en disant ah oui, mais Pompidou aussi avait dit il faut arrêter d'emmerder les Français. Je trouve que, notamment dans cet épisode-là, il a confondu l'important et le personnel, et c'est ce qu'il fait, hélas, très souvent. Complètement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que le « j'ai très envie » est en définitive aussi marquant que ce qui se situe à la fin de la phrase. Et donc voilà, Pompidou avait dit lui aussi, il faut arrêter d'emmerder les Français, mais là en définitive, et donc tout le monde a dit ah mais c'est pas le premier, Pompidou l'avait fait aussi. Mais là c'est complètement inversé. Oui, parce qu'en plus, il l'avait dit lors d'une réunion privée avec deux de ses ministres, dont un certain Jacques Chirac, dont on parlait tout à l'heure. Philippe Bilger. Et puis le emmerdé de Pompidou était une défense de tous les Français. Oui. Contre une administration tatillonne, ça n'a rigoureusement rien à voir avec le emmerdé. Nous sommes dans un débat d'une finesse absolue, c'est clair, concernant Emmanuel Macron. Les vraies voix, 18h51. Vous êtes 82% à penser qu'on va vers une présidentielle qui parle trash. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. On n'arrivait pas à joindre notre invité de 18h50, donc Élodie Laïmi Exarek nous a fait la gentillesse de rester avec nous pour continuer ce débat. Va-t-on vers une présidentielle du parler trash? Justement, Élodie, on se moquait des Américains et des méthodes trash de Trump. On n'a plus rien à leur envier maintenant, non ? Ça, c'est certain. J'avais beaucoup aimé lire Régis Debray à l'époque dans son ouvrage Civilisation, comment nous sommes tous devenus américains. Mais je crois qu'on y est, effectivement. Il y a vraiment des implications assez fortes. Mais bon, en même temps, c'est logique. Je veux dire, la propagande américaine se fait très bien à travers ce qu'on appelle le soft power. Et le soft power est plus efficace finalement que la guerre, si j'ose dire, puisque c'est le fait qu'en permanence on regarde des séries Netflix, qu'on utilise beaucoup d'anglicismes parce qu'ils font partie aussi de notre quotidien. La transformation du langage, elle est là aussi. C'est dans une espèce de globalisation. The Startup Nation. Voilà. Oh que c'est beau. Très très bel accent, bravo. Philippe. Oui, allez-y. Donc effectivement, on n'a rien à leur envier. On devient à peu près pareil, mais sauf que sur certains aspects, j'ai l'impression qu'on n'en prend qu'une partie et pas l'autre, parce que tout ce qui est de l'ordre quand même de l'entrepreneuriat, le parcours du héros. Il y a une dimension héroïque très forte aux États-Unis qui est beaucoup moins présente en France. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien prendre aussi les bonnes choses des Américains. Philippe Bilger, qui a un accent américain fabuleux d'ailleurs. Hein. Deux choses rapides. D'abord, je trouve que cette émission a dérapé parce qu'on a dit plusieurs fois emmerdé, ce qui est un scandale. Deuxième élément, plus sérieux, c'est que j'ai l'impression, mais je ne me place pas en surplomb, que il ne faut pas comparer des personnalités, des choses incomparables. Trump lui-même avait un système de grossièreté et de vulgarité qui n'a rigoureusement rien à voir avec les dérapages ou les dérives qu'on évoque en France. Et même en France, je me permets encore de confirmer mon propre avis pour lui donner un peu de force. C'est que je ne mettrai pas sur le même plan, encore une fois, pardon de me répéter, les duretés d'une pensée, même parfois ses indécences, voire ses vulgarités, avec la forme qui vient immédiatement nous scandaliser, précisément parce que peut-être
on ne maîtrise pas le langage, paradoxalement, ou qu'en réalité, on se moque totalement de l'opinion d'autrui. Philippe Deveul ? Non, moi je pense que c'est un débat éculé de comparer le langage de Trump avec le langage de nos politiques. Parce qu'aux États-Unis, c'est une autre façon de s'exprimer. Et d'ailleurs, il faut savoir que Trump était commentateur de matchs de catch. Il faisait, je veux dire, c'était donc dans son habitude d'avoir un langage assez cash, assez trivial et le catch. Voilà. Et puis il faut pas oublier que c'était quand même quelqu'un qui s'occupe de bâtiments, etc. Donc on a un langage quand même qui est approprié à une certaine personnalité. Non, restons français. Je crois que le problème est en France et qu'il y a une baisse du niveau des politiques, comme aussi une baisse de la courtoisie dans le monde français en général. Céline Pina, très court. Je crois malgré tout que Trump a beaucoup choqué par ce langage trash, parce que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est vécu comme une forme de mépris. Rappelez-vous, moi je me souviens, quand j'avais dans ma famille, mon grand-père n'avait pas fait de grandes études, et c'était quelqu'un qui estimait que quand on sortait, quand on devait représenter les gens, il fallait qu'on s'habille bien, parce que c'était la première preuve du respect qu'on avait envers les gens que l'on représentait. Et cette élégance, il la voulait aussi dans le langage, et il l'attendait de ceux qui avaient eu tous les privilèges et qui avaient pu faire de grandes études, ce dont d'autres sont empêchés par des tas de raisons sociales. Donc ce devoir qu'on a vis-à-vis de ceux qu'on représente, j'aimerais bien que les politiques s'en rappellent. Ça, c'est pas faux. Merci beaucoup, Élodie Leymegzarek, sémiologue, auteur de Anti-Bullshit, Post-Vérité, Nudge Storytelling, quand les mots n'ont plus de sens, et comment y remédier, publié chez Erol. Et je dois dire, pour faire du franglais, c'est carrément de l'anglais, que ce débat n'avait rien du tout de bullshit. Verdict sur Twitter. Va-t-on vers une présidentielle du parlétrage? Vous êtes 80,9% à dire non. Tout de suite, on retrouve nos vraies voix du jour. Anne-Marie Dasparin au Pays Basque et Pierre de Montpellier.